19h sur EZE Télévision, tout de suite, le sommaire. Le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale a eu lieu ce mercredi 26 mai 2021 au Palais de la Marina dans une ambiance conviviale. La séance a été présidée par Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les élèves du CEG Tacon, candidats au BEPC et au bac, sont dans la joie. Leurs aînés, membres de l'association cadres et leaders de l'arrondissement de Tacon, financent des travaux dirigés pour leur donner toutes les chances de réussite. Les écureuils du Bénin vont négocier le dernier ticket qualificatif pour la CAN Cameroun 2021 face à la Sierra Leone à Freetown sans Cécile d'Almeida et Cédric Routondi, mais aussi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection Stéphane Sesseyon. À suivre dans un instant. À nouveau, bonsoir. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulé ce mercredi 26 mai 2021 au Palais de la Marina le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement du Bénin sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Suivez plutôt. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre, bonjour. Bienvenue. Ministre d'État, Monsieur le ministre, je me fais l'honneur, un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé depuis ce mardi 25 mai 2021 à l'évaluation de l'élection présidentielle organisée en avril dernier. L'atelier qui réunit les 25, 26, 27, 28 et 29 mai à Parakou toutes les parties prenantes impliquées dans le processus électoral a été lancé en présence du président et des commissaires de la Sénat, du préfet du département du Borgo et du maire de Parakou. L'élection présidentielle du 11 avril dernier est au cœur d'un atelier de 4 jours organisé par la Sénat à Parakou. L'objectif est de procéder à une lecture critique du cadre juridique de cette élection, de passer en revue toutes les phases de son déroulement, d'apprécier le rôle des acteurs impliqués et de formuler des recommandations utiles à une meilleure tenue des élections au Bénin dans la transparence, la paix et la convivialité, a fait savoir Emmanuel Tiando, président de la Sénat, mardi dernier au lancement des travaux.
Les élèves du CEG Tacon, candidats au BEPC et au bac, sont dans la joie. Leurs aînés, membres de l'association cadres et leaders de l'arrondissement de Tacon, financent des travaux dirigés pour leur donner toutes les chances de réussite. L'annonce a été faite par le pasteur Nicodème Alagbada, président du CLAT ce 26 mai dans l'enceinte du collège. Carles Kitome a fait le déplacement. Voici son récit. Réunis au sein de l'association CLAT, les cadres et leaders de l'arrondissement de Tacon ont mis la joie dans le cœur du personnel enseignant et surtout des candidats aux divers examens par l'annonce des travaux pratiques qu'ils organisent à leur intention. Ici aujourd'hui, au nom de tous les membres de CLAT et à mon nom personnel ou mon nom propre, les TD au CG de l'arrondissement de Tacon, les TD sont lancés. Et nous implorons la grâce de Dieu sur tous les enseignants, afin que dès qu'ils commencent avec vous, ils puissent aussi terminer. Nous implorons la grâce de Dieu sur tous les élèves, les apprenants, pour que ceux qui vont faire 3 semaines pour le BPC et 1 mois pour le bac, ils puissent aller jusqu'au bout. Ému, le directeur du CEG Tacon, Ourou Gaspard, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Lorsque, il y a quelques jours, j'ai reçu une note de sa part demandant au collège une sorte de partenariat. Partenariat allant dans le sens de la subvention des travaux dirigés pour les candidats au BPC et au bac. J'étais heureux. D'autant plus que vous savez tous autant que moi que nous sommes dans un collège où la plupart des apprenants proviennent de familles démunies. Les candidats du CEG Tacon aux différents examens ont droit à un encadrement spécial pendant les dernières semaines grâce au CLAT. En plus de l'organisation de ces travaux pratiques gratuits, plusieurs cadres ont fait des promesses aux élèves qui seront les meilleurs. Suivez cet extrait de leurs propos recueillis par Carles Kitome. Là, je vais faire une promesse. Si vous avez le bac 100%, tous ceux qui auront le bac là auront des prix. Et vous aurez des bourses. Vous aurez des bourses pour être formés dans les hautes écoles ou à l'université. D'avoir plus de 13 mois, je vous le promets, que Dieu nous cache. Pour ceux qui ont le BPC, qui auront le BPC, Dieu fera. Dieu aussi fera. Il sera avec nous. 100%, c'est ça. 100% de 100%. Je vais parler sous le contrôle d'un professeur du lycée technique qui est ici. S'ils acceptent tout le monde, il va parler. S'ils acceptent tout le monde, ceux qui réussissent au BPC, là, si c'est tout le monde, ils acceptent. Et aussi, ils n'acceptent pas tout le monde. Il a le BPC, ton enfant a le BPC, oui. Il a combien de mal? C'est que là, vous connaissez. La moelle, là, il doit qu'il y ait quelque bon. Il faut aussi avoir une fois pour être accepté dans les lycées et cette collège. Que Dieu nous accompagne, que Dieu vous accompagne. Si aussi au niveau du BPC, vous arrivez à faire le meilleur, nous sommes là, je parle sous le contrôle d'un ancien du lycée, il est là, il est toujours là, il est actif, il nous aide et nous aidera toujours. Le président Patrice Talon a rendu public hier soir sa composition de son premier gouvernement pour le compte de son second
quinquennat. Au sein de cette équipe, le portefeuille de la communication n'y figure point. Un choix du président de la République qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Interrogé sur la question, Édouard Loko, ancien vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, justifie ce choix de Patrice Talon. Suivons ensemble son argumentaire au micro d'Abdelkader Achiro. Sur cet aspect du remaniement ministériel, c'est vrai que l'explication que le chef de l'État lui-même a bien voulu donner hier chez vos collègues de télé aurait pu suffire, mais il n'est pas superflu de rappeler que déjà, lors des États généraux de la presse en 2002, les premiers États généraux de la presse en 2002, aussi bien que lors des deuxièmes États généraux, puisqu'il y en a eu un troisième, en 2012, les débats avaient porté sur cette revendication. Parce que dans les pays qui se respectent, la presse n'est pas gérée par un ministère. Dans les grands pays, la presse n'est pas gérée par un ministère, c'est géré par une autorité autonome. C'est vrai que c'est une activité commerciale, mais qui porte sur un domaine sensible, qu'est la parole. Donc, cette décision du chef de l'État reflète le respect qu'il a pour la presse, surtout lorsqu'il développe qu'il ne concevait plus qu'il était gêné que le ministère qui s'occupe de la presse privée, publique, joue également le rôle de propagandiste. Au fond, c'est qu'il a beaucoup de respect pour cette activité, énormément. Donc c'est le respect qu'il a pour la presse qui l'amène à dire qu'il faut d'abord non seulement faire comme dans les grands pays, que la presse soit en tête-à-tête avec l'instance de régulation des médias, comme dans les grands pays. Vous n'avez pas en France ou aux États-Unis un ministère de tutelle de la presse. C'est vrai qu'il va falloir trouver les passerelles administratives pour des questions administratives concernant la gestion du personnel pour les agents publics ou je ne sais quoi. Mais il n'y a pas de ministère de tutelle à avoir. Ça, il faut saluer cela. Tous les journalistes avisés doivent saluer cela. C'est une chance donc, c'est un défi. C'est un défi que le président de la République a lancé à la presse. C'est une chance que nous devons saisir. Je suis bien surpris de voir certains gémir. Au contraire, nous devons sauter de joie. Parce que cela nous amènera à nous responsabiliser. Parce que vous savez, c'est vrai qu'il est très facile de mettre tout sur le dos du gouvernement. Le gouvernement qui s'engage à jouer sa partition. Désormais, en disant qu'il donnera les moyens qu'il faut à l'instance de régulation. Vous savez, lorsque les grands pays en sont arrivés à constater qu'il ne faut pas qu'il y ait un ministère de tutelle qui régisse la presse, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il vaut mieux que cette activité, qui il est vrai peut-être assez commerciale, mais a comme matière première la parole, l'information, que cette activité a un caractère particulier. Donc il faut que ce soit pas sous la coupe d'un gouvernement, vous comprenez? Donc sous la coupe d'une autorité. En France, les journalistes ont plus affaire au CSA. Désormais, nous aussi, nous sommes en tête-à-tête. J'ai dit, nous pas ce bon. Désormais, la profession sera en tête-à-tête avec la HAC, qui déjà, dans l'esprit du législateur, est l'autorité qui propose à nommer les directeurs de la presse de service public. Qu'un gouvernement, que le président Patrice Talon décide à son détriment, parce qu'au fond c'est ça, à son détriment désormais, de dire je ne veux plus qu'un ministère contrôle la presse. Est-ce que cela ne serait pas pour augmenter la liberté de notre responsabilité? La HAC ne prend aucune attribution du ministère. Il est écrit dans les lois organiques de la HAC que les gens gagneraient à lire qu'elle s'occupe de la déontologie dans les médias publics comme privés et de l'accès équitable ou parfois égalitaire des opinions sur les médias privés et publics. Donc, c'est une décision plus que courageuse, fort courageuse, qu'il faut saluer. Je mets l'accent sur ça. C'est une décision fort courageuse qu'il faut saluer. Vous savez que le président de la République a une très haute idée du Bénin. Ça, c'est très important. En fait, c'est ça qui détermine certaines de ses actions et de ses décisions qu'on a du mal parfois à comprendre. Pour lui, il veut que le Bénin soit déjà
un grand pays. Vous ne verrez pas ça en Afrique. Tous les régimes, là, dans tous les pays où tout le monde cherche quand même à avoir même mise, avoir une tutelle sur les médias. C'est la tendance. C'est le naturel même, je vais dire, de tout gouvernement. Mais lui décide de ne plus avoir de tutelle directe sur les journalistes. Il veut nous responsabiliser. Et pire, je l'ai déjà dit, et mieux, je l'ai dit, dans son raisonnement sur ETélé, il dit le respect qu'il doit à la presse fait que nous avons toujours fait cohabiter le ministère de tutelle de la presse avec le porte-parole qui, dans ses attributions comme ici, fait de la propagande. Il dit non, désormais je ne veux plus mélanger serviette et torchon. C'est un défi que nous devons relever. Ce n'est pas au gouvernement de relever, c'est un défi à nous lancer, nous professionnels lancer. À sa suite, je vous invite à suivre les impressions de Distel Amoussou, consultant médias communication, précédemment journaliste, sur la composition du premier gouvernement du second mandat du président Patrice Talon. Il s'explique au micro d'Abdelkader Achirou. Donc, globalement, pour ce qui concerne le gouvernement, je n'ai rien à dire. Il faut dire que le président Patrice Talon nous donne la leçon ou nous fait la pédagogie de ce que il faut pas perdre du temps, il faut y aller parce que le développement implique donc une certaine célérité dans la conduite des dossiers. Donc il a maintenu l'équipe gagnante. Regardez d'où nous venons et regardez ce que nous avons, n'est-ce pas, engrangé aujourd'hui comme capital, n'est-ce pas, au niveau du développement. Malgré, et ceci malgré, n'est-ce pas, nos divergences politiques. Donc maintenir l'équipe dans sa globalité, dans sa vision, dans son style de management et de fonctionnement, je crois que ce n'est qu'au profit de la célérité du développement que nous attendons et que nous appelons tous de nos voeux. Pour ce qui concerne le ministère de la Communication, je crois que c'est une réforme radicale, n'est-ce pas, qui conjugue pragmatisme et efficacité. J'allais même dire rationalité et efficacité. C'est vrai que les fêtières, n'est-ce pas, ou autres associations de la presse vous diront dans quelques jours ou dans quelques heures qu'ils n'ont pas été ou qu'elles n'ont pas été associées en tant qu'acteurs, n'est-ce pas, du monde des médias. Mais je leur répondrai que la liberté ne devrait pas s'offrir ou se donner, elle devrait s'arracher. Alors aujourd'hui, le président Patrice Talon leur donne leur liberté au lieu que d'attendre qu'ils aillent, n'est-ce pas, l'arracher du joug d'un ministère de la Communication qui officie au sein d'un gouvernement qui, n'est-ce pas, tout pouvoir a pour vocation, n'est-ce pas, d'étendre son hégémonie. Donc le président Patrice Talon, en libérant de ce fait et de cette façon, la presse leur dit simplement qu'ils devraient le faire, mais puisqu'ils ne le font pas, eh bien, lui, il leur offre cette liberté-là. Maintenant, il reste des questions structurelles d'organisation. Il reste que ils vont, je crois, le gouvernement prendra langue avec les fêtières, les associations et la RAC notamment pour que, n'est-ce pas, les questions spécifiques liées au bon fonctionnement ou les questions de mécanisme soient, n'est-ce pas, vues ensemble et validées ensemble. Je crois que c'est ce qui devrait se faire, qui s'est fait, et je crois que le président Patrice Talon, comme à ses habitudes, a toujours un cran de vision de plus que nous, et donc il faut qu'on apprenne à suivre son rythme. Spiritualité dans cette édition. Selon Sylvain Kwasi, la sorcellerie n'a jamais été un mal. Ce sont les églises dites révélées qui jettent l'hérésie sur cette science qui, au temps de nos grands-parents, était destinée à prédire l'avenir ou le destin. Cela n'a rien à voir avec le satanisme. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida pour en savoir davantage. La sorcellerie n'a jamais été mal. La sorcellerie est un bien.
un bien que nos ancêtres nous ont laissé. Et c'est dommage qu'aujourd'hui que l'Église a jeté l'hérésie sur la sorcellerie. L'Église l'a transformée en démon. La sorcellerie n'est pas liée avec le démon, avec le Satan. D'abord, la plupart des Africains, universitaires ou bien individus sans dents, ne comprennent même pas ce qu'on appelle Satan. Qu'est-ce qui est Satan? Satan, c'est le cadavre. La preuve, à la mort de ton père, de ta femme, tout le monde fuit le cadavre. Il sent mauvais, il pue. Il dégage une onde négative. Voilà Satan. Satan, ce n'est pas Lucifer. Dans l'entendement de nos ancêtres, la sorcellerie est l'art d'interpréter les sorts. Qu'est-ce qu'on appelle sort? Ça encore, les Africains ne connaissent pas. Ils répètent les mots sans comprendre le contenu de chaque mot. Quand on parle des sorts, on parle des étoiles. On parle de la roue de fortune, Fortuna Major. Quand je parle de Fortuna Major, je ne parle pas de l'argent de la banque. Je parle des étoiles. L'étoile de la destinée. Donc la sorcellerie est là d'interpréter les étoiles de la destinée. Donc en même temps, ceux qui m'écoutent, qui connaissent un peu, la sorcellerie, l'art royal, qu'est le Fa? C'est le Fa qui permet d'interroger les étoiles et de les interpréter en traçant la légende personnelle de chaque étoile. C'est ça la sorcellerie. Mais donc la sorcellerie est la science divine. Et la science divine, c'est quoi? C'est la divination. Et la divination est la mère de toutes les sciences. C'est la cause profonde et tout vient du monde causal, du monde des causes. Donc c'est la sorcellerie et la divination. L'Église n'aime pas la divination. Parce que la divination permet à l'homme de converser avec Dieu qui est l'étoile du matin. La preuve, dans la Bible, les prophètes avant parlaient avec Dieu. Ils communiquaient avec Dieu. Donc tous les humains qui parlent avec Dieu, on les nomme prophètes. Mohamed a dit, il est l'envoyé de Dieu. Il est un prophète, il est Nabi et Rasoul. Dans la Bible, nous avons plein de prophètes, Jérémie, Moïse, même c'est un prophète qui parle avec Dieu au mont Sinaï. Donc cette communication avec Dieu est possible. C'est ça la vraie sorcellerie, qui est la science du mage. Et comme parler avec Dieu élimine toutes les églises, toutes les religions qui se disent révélées. Ces religions révélées sont des religions lunaires. Ils ont imaginé Dieu, un vieux barbu au ciel avec les anges et son fils à sa gauche. C'est l'imagination. Donc ils sont dans une littérature descriptive de cette image. Tu vois? Donc, allez laisser la possibilité aux individus d'aujourd'hui d'aller parler avec Dieu, ils n'ont plus à gagner beaucoup d'argent. Ils se sont enrichis sur nous en jetant les réseaux sur la sorcellerie, en disant la sorcellerie est là de communiquer avec le divin, est démoniaque, il ne faut pas y aller, il faut venir s'agenouiller à l'église et payer les cuites pour eux. Aujourd'hui, on paye tout. Restons toujours avec Sylvain Kwasi, toujours au sujet de la sorcellerie qui ne doit effrayer personne puisqu'elle est l'art d'interroger les sorts qui ne sont rien d'autre que les étoiles. Suivez plutôt. Oui, bon, la sorcellerie ne peut effrayer personne. Quand on prend le dictionnaire, on va sur Google, on verra que le sorcier, la sorcellerie, c'est l'art d'interroger les sorts. C'est quoi les sorts? Quand on parle des sorts, on parle des étoiles. Donc la sorcellerie est l'art d'interroger les étoiles, qu'on appelle la roue de fortune. La roue de fortune, qui est la roue de Fortuna, est la roue de Pythagore. Interroger la roue de Pythagore, est-il vraiment quelque chose de mauvais? Aller à l'oracle tout simplement, est-il quelque chose de mauvais? Socrate n'a pas-il dit que l'homme, pour se connaître, doit aller à l'oracle? L'homme doit se connaître. Est-ce que l'homme peut se connaître en passant par les 3 religions du livre révélé? Non. Les 3 religions du livre révélé sont des religions lunaires. Aller à la sorcellerie, aller à l'oracle, c'est aller vers le soleil. La preuve,
sur le Delphes, le dieu d'Apollon, le dieu solaire et le dieu de l'oracle, où ce maxime de Socrate était marqué. Homme, connais-toi toi-même, connais-toi l'univers et Dieu. Les églises, les trois religions de l'île ne veulent pas que l'homme se retrouve Dieu. Ils ne veulent pas que l'homme parle avec Dieu. Pour eux, c'est interdit, c'est prohibé. L'homme doit écouter les dires, les mensonges des prophètes. Les prophètes ont déjà parlé avec Dieu. Pourquoi nous parlons avec Dieu encore? Si on parle avec Dieu, on va leur échapper. On n'aura plus le manne. Aujourd'hui, ils sont tous à la bourse. Ils ont gagné beaucoup de milliards de francs, beaucoup d'or au dos des Africains, au dos des gens qui vont payer pour eux. Alors que ce sont des églises de rationalité, ce sont des églises qui ne parlent pas de Dieu, ce sont des églises de Satan, l'église des cadavres. Donc la sorcellerie est la méthode de parler avec Dieu. C'est la méthode de Dieu solaire. La sorcellerie est solaire. Mais aussi, il y a aussi la sorcellerie qui est lunaire. Et en Afrique, aussi ailleurs aussi, il y a beaucoup plus de sorciers lunaires. Qu'est-ce que j'appelle des sorciers lunaires? Les sorciers qui sont dans les imaginations à partir des drogues, à partir des plantes qui ont la vertu des drogues, ils avalent, ils consomment ces plantes. L'âme sort en eux. L'âme est lunaire. L'âme n'est pas divin. Quand l'âme sort, l'âme est qu'un animal. L'âme a l'instinct animal. Et comme ils consomment du sang dans leur orgie, qu'est-ce que l'âme est entraînée à sentir le sang, à boire du sang? Il devient quoi? Il devient des vampires. Il devient des vampires. Et le vampirisme n'est pas la sorcellerie lunaire. Et c'est cette sorcellerie qu'on trouve partout en Afrique. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. Les écureuils du Bénin vont négocier le dernier ticket qualificatif pour la CAN Cameroun 2021 face à la Sierra Leone à Freetown, sans Cessi d'Almeida et Cédric Rontonji, mais aussi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Stéphane Sesseyon. Invité spécial en mars dernier, le capitaine des écureuils n'est pas retenu par le sélectionneur Michel Dissuet. Le technicien français a rendu public cet après-midi une liste de 23 joueurs convoqués pour ce match décisif autour duquel planent encore des incertitudes. Suivez les explications de Michel Dissuet au micro de Setonde Larios. Adjagbeno. J'ai retenu 23 joueurs avec 3 gardiens, avec Saturnin Alagbe, Fabien Farnol, Chérifdine Kakpo. Défenseur avec Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Jalilou Warou, Johan Roche et Olivier Verdon. Milieu de terrain avec Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Bonou Jérôme, Kossi Rodrigue, Jimon Koukou, Junior Oletan et Anan Tidjani. Les attaquants avec Jodel Dossou, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Segbe Azanko et Sebio Soukou. Concernant celle-ci, oui, il a subi une intervention chirurgicale. Il traînait depuis déjà plusieurs mois des problèmes et un début de pubalgie. Donc il a subi une intervention chirurgicale pour pouvoir régler définitivement ce problème qui l'a handicapé tout au long de ces derniers mois. Et concernant Cédric Kuntonji, vous avez vu qu'il a beaucoup joué. Il a joué aussi, il a beaucoup forcé alors qu'il avait une tendinite au niveau du tendon d'Achille. Et que ça commençait à devenir tellement sérieux que pour éviter une rupture éventuelle de ce tendon et une aggravation de la blessure qui se traite. Donc le club de Clermont lui a fait faire une intervention, non pas chirurgicale, mais une intervention avec un traitement particulier, puisqu'il prenne du sang de son sang et qu'il injecte après au niveau de son tendon, pour arriver à mettre fin à cette inflammation. Après ce traitement, il fallait 15 jours de repos au total, donc c'est pour ça qu'il est forfait. La dernière fois que c'était une situation exceptionnelle et une mesure exceptionnelle. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez aussi du contexte, à un moment donné, on avait tous nos joueurs et une grande partie de l'effectif qui était bloqué en Europe. Et
c'était important aussi que Stéphane soit à nos côtés pour gérer cette situation-là. Aujourd'hui, on est dans un contexte différent. J'espérais que Stéphane puisse retrouver un club dans l'intervalle et commencer à travailler. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, pour l'instant, il n'est pas appelé. On va souhaiter qu'il retrouve rapidement un club, qu'il retrouve le chemin des terrains, parce que voilà, c'est un joueur qui a été important pour l'équipe nationale, qu'il a porté pendant des années et qui est toujours important. Hormis Cécile d'Almeida, Cédric Ontonji et Stéphane Sessayon, le Bénin va évoluer sans plusieurs autres potentiels joueurs dans le cadre de ce match. Pour pallier ces absences, le sélectionneur Michel Dissué a fait appel à quelques jeunes évoluants dans le championnat national. Il s'agit entre autres du meneur de jeu de Aïma FC, Junior Olaïtan, du latéral gauche des Dragons, Djalilou Ourou, et du gardien des Buffles, Chérif Dine Kapo. Il justifie ses choix. Il y a environ 11 joueurs qui sont sélectionnables et qui sont absents pour des raisons diverses. Donc, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils n'ont pas de club, soit parce qu'il y a des impératifs autres. Par exemple, Rudy Gestel qui est bloqué en Australie encore à cause de la pandémie. Donc voilà, il y a différents paramètres qui font que ce sont des joueurs qui sont absents. Après, voilà, c'est une porte qui s'ouvre pour eux. C'est l'occasion aussi de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Concernant Junior, c'est un joueur que j'apprécie parce que c'est un joueur qui a à la fois les qualités athlétiques parce qu'il est puissant, il a un centre de gravité qui est bas, qui lui permet de vite se tourner, qui lui permet de pouvoir faire des différences. Et puis là, avec ça, il a aussi des qualités techniques. Donc tout ça, c'est un potentiel qui est important et qui peut l'amener un petit peu plus loin. Donc le prendre dans le groupe, c'est aussi l'encourager aussi encore à continuer à travailler et à progresser. Il y a toujours eu, depuis toutes ces années, une recherche d'un latéral droit. Alors, vous savez que Melvin Doremus est blessé. Malheureusement, il ne sera pas en état de venir nous rejoindre. Au vu des derniers examens qu'il a pu pratiquer, il n'aura pas assez de temps pour pouvoir être compétitif en vue des échéances qui nous attendent. Et puis Sédou Barazé, vous savez aussi qu'il est sans compétition et sans entraînement depuis quelques semaines déjà. Donc voilà, ça veut dire que c'est une problématique aussi pour moi. Après, je regarde à l'intérieur de mon groupe et je me dis que voilà, on va essayer des choses avec d'autres joueurs, sachant que Youssouf, pour l'instant, est le joueur le plus qui s'impose sur ce poste-là. Disons que Marcel a un poste de numéro 2 là-bas à JDR Star. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu et même s'il a disputé le dernier match, j'ai préféré appeler Chérif Dine Kakpo qui joue régulièrement ici. Et comme je l'ai dit, chaque fois qu'il y a la possibilité aussi d'appeler un joueur local, si l'opportunité s'en présente, il faut la saisir. En plus, comme vous l'avez rappelé, c'est un gardien qui était avec nous à la Coupe d'Afrique, donc il connaît bien l'environnement, il connaît bien le groupe. Donc c'est aussi des choses qui s'imposent. C'est difficile des fois de faire des choix. Entre deux, c'est parfois compliqué. Parce que ça se tient, c'est du 50-50. Après, tous les deux ont fait une belle fin de saison. Désiré avec son club et Jacques aussi, il a fait une belle saison avec son club de Béja. Maintenant, il faut faire un choix et j'ai plus la balance là un tout petit peu penché en faveur de Désiré en fonction de sa polyvalence. Avant le déplacement sur Freetown entre le 12 et le 14 juin prochain, les écureuils pourraient livrer un match amical contre les Chipolopolo de la Zambie le 8 juin pour peaufiner les derniers réglages. Suivez plutôt. La difficulté, en fait, c'était que tant qu'on n'avait pas de date, on ne pouvait rien planifier. Et quand on a eu la date, entre le 12 et le 14, tous les autres s'étaient déjà organisés. Donc c'est devenu très compliqué pour nous. Maintenant, on a une piste là avec la Zambie.
J'ai eu le coach au téléphone, ils sont d'accord pour un match le 8, donc c'est aussi une perspective de possibilité de match amical pour le 8. J'avais tenu à ce que les joueurs qui ont fini la compétition le week-end du 15 aient une semaine de congé, mais qu'après ils puissent venir travailler parce que on ne peut pas refaire une préparation derrière avec ces jours-là, ça prend du temps, donc, et que les effets physiologiques s'estompent rapidement au-delà d'une semaine, donc il aurait fallu refaire une préparation. Donc c'est pour ça que les joueurs concernés sont à Cotonou depuis le début de la semaine et qu'on fait des séances d'entraînement justement pour pouvoir les maintenir à un bon niveau athlétique. Répondre à cette question en termes de pourcentage, d'accord, on sait qu'on aura un match compliqué et difficile parce que cette équipe de Sierra Leone, elle a beaucoup de fighting spirit. Il y a une grande énergie dans cette équipe et il y a des joueurs qui seront très motivés parce que ça fait des années qu'ils ne sont pas qualifiés à une Coupe d'Afrique des Nations et qu'il y a 1996. Et qu'il y a à l'intérieur de ce groupe beaucoup de joueurs qui ont joué toutes ces dernières années sans pouvoir accrocher une qualification à la CAN et pour qui le temps passe et qui auront envie effectivement d'aller décrocher un billet, donc une grande motivation également. Donc on sait que ce sera un match difficile. Jouer à Sierra Leone, vous le savez, c'est chaque fois, et vous avez pu le voir à travers tous leurs derniers résultats, quoi. Ils ont accroché le Nigeria 2 fois. Et on est la seule équipe à avoir battu la Sierra Leone dans notre phase de poule. Donc, on s'attend à un match difficile. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bg. Bonsoir.